On va passer maintenant à la séquence sur l'avenir du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP. Et je préfère le traduire avant. Donc pour le RMD, c'est le rendement maximum durable pour les gens qui n'ont pas les acronymes. Donc effectivement, pour la suite de la journée, je rappelle qu'il est important pour les personnes qui sont dans le public et qui, certaines d'entre elles, ne maîtrisent pas tous les acronymes, de les développer. Je vais appeler à me rejoindre sur scène M. Goulven Brest, M. Jean-René Cadalen, M. Jean-Yves Colletter, Pierre Carleskin, vice-président de la région Bretagne, Olivier Lenezet et Nathalie Sarah-Bézol, présidente du conseil départemental du Finistère, du parc naturel marin d'Iroise et surtout rapporteur de l'avis du comité des régions d'Europe sur le FEAMP. Donc je vais rapidement replanter le décor comme on l'a fait pour le Brexit ce matin. Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche intervient dans le cadre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée. Pour la période 2014-2020, il a pour objectif de promouvoir une économie de la pêche et de l'aquaculture plus compétitive, fondée sur la connaissance, l'innovation et la création d'emplois. Cet instrument financier a vocation à aider les pêcheurs et aquaculteurs à adopter des pratiques durables, à aider les populations côtières à diversifier leurs activités économiques et à financer des projets pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie le long du littoral européen. En France, le programme opérationnel du FEAMP est géré par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, la DPMA, et la France a également fait le choix de déléguer la gestion des aides aux entreprises aux régions littorales. Malgré une enveloppe record de 588 millions d'euros, notre pays a eu des difficultés à mettre en œuvre les différentes mesures qu'il a sélectionnées pour son programme opérationnel. Les mesures sont à présent toutes activées, mais du fait des retards au démarrage, la France s'expose à des dégagements d'office, donc à avoir un peu moins d'argent. La période 2021-2027 fait déjà l'objet de discussions au sein des instances européennes et un projet de règlement a été proposé le 12 juin 2018. Il est prévu notamment une baisse du montant du FEAMP. Le député espagnol Gabriel Mato, membre de la commission pêche du Parlement européen, a été chargé de rédiger un rapport sur ce projet de règlement, donc du FEAMP 2, ainsi qu'on l'appelle. Il propose un certain nombre d'amendements, comme le maintien du montant alloué pour 2014-2020 et une meilleure prise en considération des retombées économiques et sociales potentielles de ce fonds. Les discussions ne font que commencer, mais l'Union européenne arrivera-t-elle à proposer un dispositif de soutien financier enfin accessible à toutes les entreprises, y compris les plus petites? Quelles leçons l'Europe et la France ont-elles tirées des difficultés de mise en œuvre du premier FEAMP? L'attente des filières halieutiques est forte, notamment pour faire face aux aléas climatiques, environnementaux, sanitaires. Les métiers de la mer seront-ils entendus et comment les élus français peuvent-ils les aider à faire entendre leur voix? Donc, à mes côtés, comme ce matin sur les premières séquences, donc, tous les répondants que je vous ai cités, donc M. Goulven Brest pour la conchyliculture Bretagne Nord, M. Cadalen pour l'Association bretonne des acheteurs de produits de la pêche, M. Colletter pour l'aquaculture, M. Carleskin, donc je pense que tout le monde le connaît ici, mais donc qui est pour la région Bretagne le vice-président en charge de ces dossiers, M. Le Gall, qui est remonté. Ah, il est caché, d'accord, donc plus M. Le Gall. oui, non, pas de souci. Monsieur Lenezet, donc qu'on ne présente plus, et donc Madame Sarah Bézol. Je vais peut-être commencer par vous, puisque donc vous êtes rapporteur donc, de l'avis du Comité des régions d'Europe sur le FEAMP. On en est où justement de ce dossier aujourd'hui? Alors c'est un dossier un peu précipité, puisque je pense que les échéances européennes ont fait réviser un petit peu le calendrier, puisque nous sommes effectivement sur le prochain règlement qui ne prendra place qu'en 2021, et pour autant nous sommes là dans le moment d'analyser et de faire des propositions sur le fond. Donc nous avons travaillé à un avis du Comité des régions d'Europe très rapide pour qu'il puisse nourrir les discussions au Parlement européen qui vont intervenir aussi très vite. Vous avez parlé du rapporteur Mato qui a déjà fait des propositions. Je pense que globalement, dans ces questions-là, nous sommes assez en phase et j'ai l'impression que les contributions vont presque toutes dans le même sens, surtout sur les thèmes que vous avez évoqués, la question des moyens alloués au FEAMP, qui sont certes prévus en baisse, mais je dirais que
il y a un autre aspect qui est à prendre en compte, c'est que non seulement les moyens sont prévus à la baisse, mais le champ est ouvert. C'est-à-dire que nous sommes globalement sur un champ qui s'ouvre à l'économie bleue pour pouvoir faire émerger des projets d'innovation locaux. La philosophie du fonds a un peu changé. Nous étions avant sur un fonds qui prévoyait ce qui était autorisé. Et là, la philosophie de la Commission est inversée, c'est-à-dire que nous serons sur un projet de règlement qui surtout précisera ce qui n'est pas autorisé pour laisser une ouverture plus large à ce qui pourrait être nouveau. Mais il y a des discussions évidemment fortes en ce moment. Les propositions d'amendement que j'ai eues à voir vont, je le disais, à peu près tous dans le même sens, c'est-à-dire la demande d'un confortement des fonds du FEAMP, une attention particulière aux réalités de la pratique et aux réalités de terrain, une demande à ce que les régions d'Europe, quand je dis région, c'est évidemment un terme générique pour parler des territoires d'Europe, soient vraiment partie prenante de ces questions. Voilà. Et donc qu'on ait une attention aussi particulière, ça c'est un aspect aux régions ultrapériphériques, ça c'est un aspect qui ressort aussi très fortement dans les contributions de ce FEAMP. Je vous remercie. On va enchaîner tout de suite avec les premières questions dans la salle, s'il y en a. Donc, comme d'habitude, j'en ai plein, donc n'hésitez pas à poser les vôtres avant. Est-ce qu'il y a des questions immédiatement sur le FEAMP ou pas? Non? Pas encore. Monsieur Karleskin, la région Bretagne a été très impliquée dans la mise en œuvre du premier FEAMP. Quels sont les axes d'amélioration du deuxième, selon vous? Et on n'a que 30 minutes. C'est ça? Un peu moins. Non, un peu moins. Oui, un peu moins. Bon, quels sont les axes d'amélioration? Je pense que ça a déjà été dit, largement dit et redit. Et malheureusement, ce que je vais dire avait déjà été dit à la fin du FEP pour le FEAMP. Et la première chose, c'est simplification. On est face à une usine à gaz. On est face à une usine à gaz. Il a fallu des mois et des mois et des mois, je peux peut-être même dire des années, pour que la DPMA en tant que telle soit certifiée autorité de gestion, pour valider rien que le fait d'avoir le droit de programmer le FEAMP. Et ça n'est ni la faute de la DPMA, ni la faute de... C'est un processus qui est d'une longueur, d'une lourdeur extraordinaire. Alors que la DPMA sortait d'une période où elle avait été autorité de gestion du FEP. Donc en fait, il a fallu recertifier une autorité de gestion qui était déjà autorité de gestion. Donc par pitié, moi je demande aux législateurs européens qu'on ne refasse pas des mois et des mois et des mois pour recertifier une autorité de gestion qui est déjà une autorité de gestion. Rien que ça. Rien que ça, on a perdu des mois et des mois et des mois pour pouvoir programmer. Simplification aussi pour les demandeurs. Simplification pour les demandeurs. Moi, je le vois aujourd'hui, je pense que tous les professionnels peuvent en témoigner. Et quand je vais faire des déplacements sur le terrain, de temps en temps, certains me disent tiens, j'ai un projet d'investissement machin, Je dis c'est très bien, c'est éligible au FEAMP. Et là, ils me regardent avec des gros yeux en disant mais vous êtes complètement fou. Vous êtes complètement fou, c'est beaucoup trop compliqué, ça va me prendre un temps pas possible. Et il est clair, si je regarde les dossiers, et c'est pas du tout contre mes amis conchyliculteurs, mais finalement, les dossiers pour les conchyliculteurs, ce sont beaucoup des entreprises qui ont déjà une certaine taille. Les petites entreprises de conchyliculture, les entreprises individuelles, n'ont quasiment pas de moyens pour accéder aux FEAMP. Donc, simplification, il faut qu'on trouve ces moyens d'arriver à simplifier. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long, c'est pour moi l'élément essentiel de ce règlement, de ce nouveau règlement qui doit être en place. Voilà. Vous pouvez rappeler en Bretagne combien de temps entre le démarrage du fonds et le versement du premier... Officiellement, le fonds a démarré le 1er janvier 2014. Pour rappel, le règlement a été adopté en mai 2014. Déjà, il y avait un petit retard à l'allumage. On a dû payer les premiers dossiers en 2017, si je ne me trompe pas. 2017, fin 2017, en Bretagne. Voilà. Il y avait eu quelques dossiers nationaux qui ont été programmés un peu avant quand même. C'est début 2017, je regarde Alain Vidalis. Fin 2016, voilà, début 2017.
Ouais, c'est quand même important de le rappeler, Oui. parce que pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, c'est assez édifiant, quoi. Presque à la fin du programme. Quoi. Oui, pour donner un exemple tout bête, je me souviens quand je suis devenu vice-président de la région en 2012, j'avais été tout à fait étonné de voir que la liste des dépenses éligibles pour le FEP 2007-2013 venait à peine d'être rendue disponible. Vous voyez, sur 2007-2014, c'est en 2011, fin 2011, que la liste avait été rendue disponible. Et là, on est encore sur cette année 2018, sur la publication d'un certain nombre d'actes délégués qui précisent les modalités d'attribution du FEAMP. Enfin, on est sur un système qui tourne pas rond, quoi. C'est un autre temps, quoi. Ça nous met tous en porte-à-faux. Ça met en porte-à-faux l'État dont c'est la responsabilité. Ça met en porte-à-faux les régions qui avaient un minimum d'ambition sur l'utilisation du FEP. Ça met en porte-à-faux les représentants des professions aussi, puisque vous avez vous-même porté des messages. Vous avez porté au niveau national, au niveau régional, les souhaits, les ambitions, les intentions. Et on se retrouve tous face à un outil qui n'arrive pas à trouver sa cible en plus. Donc, c'est vraiment cet esprit qu'il faut qu'on remette les choses à l'endroit dans la capacité à utiliser ces fonds européens. Sinon, ce n'est pas la peine qu'on les mette en œuvre. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, là-bas. André Berthoud, Pêche et Développement. Je voudrais abonder dans le sens que c'est un bordel innommable, le FEAMP. Il y a des députés dans les réunions DLL qui nous demandent de faire des dossiers. Parce qu'autrement, la France n'aura plus d'argent parce que l'enveloppe ne sera pas consommée. Et je voudrais dire que ce n'est pas la faute des professionnels. On n'y va pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et comment vous pouvez faire en sorte que le futur FEAMP, ça soit vraiment orienté pour les pêcheurs conchyliculteurs et pas qu'il y ait d'autres organismes qui soient impliqués dedans. Je veux parler éventuellement de la plaisance ou des environnementalistes ou des choses comme ça. Merci. Pardon? Oui, oui. Oui, merci. André, c'est un joyeux bordel, comme tu dis. Au niveau de la conchyliculture, l'enveloppe bretonne pour les entreprises a été très largement utilisée, puisque après 6 mois d'exercice, l'enveloppe était déjà consommée. Ce fonds a été monté à tort et à travers. J'ai du mal, sans taper sur Bruxelles, sans taper sur l'État français, sans taper sur les régions, et sans nous taper dessus, j'ai du mal à parler de ce fonds. J'ai du mal à parler de ce fonds parce que nous n'avons sûrement pas été suffisamment vigilants. Moi, c'est le 3e fonds que je connais parce que, comme tu l'as fait remarquer gentiment ce matin, je suis le plus ancien ici. Et j'ai eu l'occasion, y compris sur le FEAMP, de discuter, de négocier sur sa première rédaction avec la Commission européenne et le Parlement. Mais au final, on est dans une situation où Pierre Karleskind a presque dit ce qu'il fallait dire et ce que nous pourrions dire, nous. Mais on est dans une situation aujourd'hui où nos entreprises ne sont pas en capacité de monter des dossiers dès lors qu'elles n'ont pas atteint une certaine taille. Donc on a des petites entreprises pour qui le montage d'un dossier coûte plus cher que la subvention dont elles pourraient bénéficier. Ça, c'est clair. Depuis le départ, il avait été établi que ça devait être un fonds de développement pour ce qui concerne l'aquaculture. Je ne parle pas du volet pêche, mais pour ce qui concerne l'aquaculture. Ça n'est absolument pas un fonds de développement. Il a les effets inverses. Aujourd'hui, on crée des distorsions entre les entreprises et on a même des distorsions au niveau commercial entre les entreprises par l'apport de ces subventions. Donc on a un réel problème sur l'utilisation de ce fonds. On a des entreprises qui ont attendu et qui ne sont pas en capacité parce qu'il y a eu, je vous rappelle, des mortalités sur les huîtres, mais aussi des mortalités pour certaines sur les moules qui sont intervenues par la suite. Donc des entreprises qui n'avaient plus la trésorerie nécessaire pour le faire, qui aujourd'hui seraient en capacité de pouvoir faire de l'investissement et qui ne pourront pas le faire parce que ce fonds est consommé. On avait demandé à l'époque à la direction des pêches de ne pas mettre à un niveau de 50% l'aide aux entreprises parce qu'on savait que l'enveloppe aurait été consommée très rapidement. On n'a pas été entendu. Le directeur et la directrice à l'époque n'ont pas voulu entendre ça. On est sur une consommation qui est effrénée. Sur 6 mois, on a consommé tout ce qui pouvait être consommé et on est en situation jusqu'à la fin du fonds aujourd'hui de ne plus avoir de budget, sauf si la pêche qui n'arrive pas à consommer le sien nous en donne un petit peu, mais on compte beaucoup sur eux pour faire quelques transferts en interne. Et là-dessus, c'est la raison pour laquelle vous nous voyez aujourd'hui avec nos amis pêcheurs très, très, très sympathiques, très associés. Il ne faut pas s'en cacher. Mais voilà, c'est vraiment une catastrophe. Et sur le prochain fonds,
Il y a une chose qui est certaine aussi, c'est qu'il faudra, pour ce qui concerne l'aquaculture, que ce soit un fonds de développement économique. On est dans une situation aujourd'hui où on a besoin, au regard de ce qui s'est passé, de l'évolution du climat, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est dans une situation aujourd'hui où on a besoin de faire de la diversification, on a besoin de faire autre chose que de la production, que de la monoculture, en fait, d'huîtres ou de moules dans nos entreprises. Pour ça, il faut être innovant, pour ça, il faut investir. La taille de nos entreprises, qui sont toutes de très petites entreprises, la plus grosse entreprise en conchyliculture, c'est 50 salariés. Donc vous voyez bien que par rapport à l'industrie, par rapport à d'autres activités, c'est rien. Donc ces entreprises ne sont pas en capacité individuellement de pouvoir investir. Donc il y a la nécessité aussi de renforcer la capacité de collectivement pouvoir créer des projets, pouvoir faire du développement. Aujourd'hui, ce fonds ne nous permet pas non plus. Les enveloppes nationales qui avaient été attribuées à ce sujet ont déjà été consommées. Donc voilà, on est dans une situation où il aurait mieux valu que le FEAMP ne voit pas le jour, plutôt, enfin, je parle pour la conchyliculture, mais on en a parlé avec Philippe Le Gall, et je crois qu'il l'avait dit une fois d'ailleurs, il vaut mieux arrêter d'avoir des fonds européens de ce type-là, parce que ça n'est pas fonctionnel. Bah, du coup, un mot de chacun des représentants des filières, justement, sur... Bon, que dire de plus après ça, si. Juste un mot, de toute façon. Ouais. Non, mais enfin, merci. Voilà. Non, mais globalement, moi, je suis atterré de voir. Alors déjà, le FEP, c'était compliqué, mais le FEAMP, c'est, comme l'a rappelé Pierre, c'est une usine à gaz, c'est d'une complexité. C'est inapplicable. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, s'il y a bien quelque chose à ne pas refaire, c'est bien ça. Moi, je serais plutôt dans la perspective de dire, oui. Alors en plus. On s'était quand même battu pour avoir, on est quand même parti d'un fonds de 150 millions dans le FEP, on arrive à 588 millions au FEAMP, avec le prédécesseur d'ailleurs à Alain, on s'est battu pour obtenir cette enveloppe-là, et résultat, on ne va même pas consommer la moitié. C'est vraiment navrant. Alors pour diverses raisons, je ne vais pas les rappeler. Moi je me dirais plutôt, c'est dans le futur FEAMP 2, la discussion, et d'ailleurs je crois qu'il y a une initiative de la direction des pêches sur ce coup-ci, j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout des choses, c'est de commencer à réfléchir sur le futur programme opérationnel français du FEAMP 2 dès maintenant. Qu'on n'attende pas la veille pour le lendemain, parce qu'on est une spécialité française de se réveiller la veille de la décision. Donc si c'est que je pense qu'il faut vraiment de l'anticipation, ça c'est le premier point. 2, il faut se poser les vraies questions, soyons très clairs. Est-ce que les régions doivent continuer avec l'État dans le FEAMP 2? Est-ce que ça peut être segmenté en fonction des segments de flotte? Enfin, pour ce qui concerne la pêche, est-ce que la pêche hauturière est plutôt sur une approche nationale et que la pêche, je dirais, des moins de 25 mètres serait plus gérée par les régions et complètement, et là, serait du sens avec les territoires le long du littoral? Et puis surtout, d'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est la simplification. Enfin, se taper des dossiers. Alors, la région, je plains tous ceux qui travaillent à la région sur les dossiers FEAMP, parce que ça va devenir fou quand on voit qu'il faut retaper ce qui a été envoyé par informatique, il faut le retaper sur papier pour le retransmettre à nouveau. Je ne comprends même pas il n'y a pas de sens. Et je dirais même en plus, nous pour la pêche, on n'a vraiment pas de bol. C'est qu'on a même appliqué des mesures. Je vais prendre un exemple. On a un projet en Bretagne qui est important, c'est sur la sécurité de nos marins. On a essayé par tous les moyens, avec la DPR et tout, mesure 32, impossible de le mettre en œuvre. C'est impossible. On applique les mêmes règles pour de la sécurité des marins que pour de la gestion de la ressource halieutique. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Un marin qui est sur un navire art dormant, c'est-à-dire casier, filayeur, lui, il a le droit de survivre parce qu'il a le droit à un taux d'intensité, de financement de 80%. Par contre, l'autre qui est sur un chalutier, art traînant ou même coquiller, lui, c'est 50%, il doit être crevé en mer. C'est n'importe quoi. Ça, c'est des absurdités du FEAMP. Et là, sans compter les montants, parce qu'il faut à minima 10 000 euros, donc des micro-entreprises qui font 80 000 euros de chiffre d'affaires, le mec, il ne va pas les mettre, c'est pas obligatoire en plus, il ne va pas les mettre 10 000 balles de sécurité. Donc il y a vraiment des vrais sujets de fond qu'il faut anticiper, parce que l'EPO, il est important pour tout le monde, le FEAMP 2 il sera important pour tout le monde, mais qu'il soit adapté et discuté avec les professionnels en amont de ce qu'ils ont besoin. Et ce n'est pas les technocrates bruxellois ou au niveau parisien qui doivent décider de ce qui se fait sur le terrain. Et à un moment donné, ce n'est pas d'en haut que ça doit descendre, c'est d'en bas, ça doit remonter les besoins. Et à chaque fois, on le dit, on le répète, on ne nous entend pas. Et moi, je suis persuadé qu'il y a moyen de faire avec cet outil-là plein de choses. C'est quand même, je suis un peu atterré. Tous les autres pays européens, je prends en Espagne, mais c'est compliqué. Eux, ils déroulent. Hein.
Et nous, on est en train de regarder. Donc il y a un vrai problème là-dessus, et il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Et pour terminer, je crois que ce programme opérationnel qui doit être vu, en plus on a la chance d'avoir une rapporteuse sur le FEAMP 2, donc c'est très bien, qui est du département. Il faut vraiment travailler avec les structures professionnelles pour l'écrire, même sur les besoins. Parce que à aujourd'hui, dans le FEAMP, moi ma crainte, c'est qu'il n'y a plus le P. Parce que dans la politique commune des pêches, il ne faut pas oublier que les objectifs, ils sont développement de l'aquaculture, développement de la conchiculture, les affaires maritimes, la petite pêche, pêche côtière, et le reste, rideau. C'est ce qui est écrit dans le futur PCP. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de financement pour le reste. Donc il va bien falloir réfléchir à des outils qui permettent de rattraper ceux qu'on ne va pas les laisser, ce que j'appelle les laisser pour compte. Parce qu'à un moment donné, il va falloir adapter la réglementation pour qu'on les réintègre, parce que c'est vraiment, je dirais, de l'exclusion, je ne vais pas dire du racisme, mais presque, de sortir des segments, alors que c'est un tout, c'est global. Donc moi j'incite à ce que les élus de la région, Madame la Présidente et autres, il faut en discuter en amont, tous ensemble en Bretagne, déjà pour commencer, pour voir ce que l'on veut, et derrière après faire remonter nos attentes, sachant que pour une fois, la direction des pêches et le ministre a dit, on anticipe, on commence à discuter du PO dès maintenant. Donc il faut anticiper, et ça je pense que c'est important. Merci. Juste voilà, pour que toutes les filières puissent s'exprimer sur cette question. Oui, écoutez, je crois que je pourrais reprendre tous les propos qui ont été cités jusqu'à présent. Le petit maillon du mareillage que je représente, en 2014, a trouvé que la mesure 69 qui lui était attribuée était déjà très limitative. Et on a rencontré forcément les mêmes préoccupations entre les dimensions d'entreprise. Nos toutes petites entreprises sont complètement incapables de monter un dossier FEAMP. Le FEP était déjà compliqué, mais avec le FEAMP, on est passé encore à l'étage au-dessus. Alors, un peu d'optimisme, j'espère, là-dedans. J'ai entendu Madame la Présidente nous dire que maintenant, on allait procéder d'une autre façon pour établir le cahier. Nous, c'était très restrictif pour le mareyage. C'est vrai que si on nous précise à l'inverse qu'on ne peut pas faire et que tout le reste peut donner lieu à ouverture, on peut peut-être espérer arriver à monter un peu plus de dossiers, parce qu'on est comme tout un chacun ici, je pense. Quand on a des fonds qui arrivent, on aimerait bien pouvoir les employer, et si possible, les employer de façon productive et intelligemment. Ça n'a pas été forcément le cas de cette version. On a aussi, on assiste dans notre filière mareyage à une concentration des entreprises. Alors on a des tout petits et des très très gros. On voit aussi que dans les règlements, par exemple, sont exclus les très très grosses entreprises. Les groupes vont avoir du mal à se retrouver. Donc je pense que là aussi, il y a des choses à faire. Bon, je ne suis pas forcément pour la concentration, mais il faut quand même en tenir compte. C'est une évidence, c'est comme ça que les choses avancent. Donc il ne faut peut-être pas non plus qu'on prive ces gens-là de ces fonds-là. Voilà, donc j'espère que la prochaine mouture sera beaucoup plus efficiente. En tout cas, pour ce qui nous concerne, celle-là, elle est à oublier très vite. Merci. Je rejoins tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Je voudrais quand même insister sur la simplification. Je crois que Pierre a tout à fait raison. Simplifier les choses, c'est quand même très complexe. Des retours de règlements et autres, c'est très très long. Vous dites à votre banquier, je vais monter un dossier FEAMP, je ne sais pas, le 1er juin. Vous dire, bon, allez, pour le 31 décembre, ça devrait être à peu près sur le compte. Et puis, un an après ou un an et demi après, le banquier, il ne va pas attendre un numéro pour vous rappeler, mais il va vous dire, j'ai toujours rien, qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que, comme disait Olivier, il faudrait partir du terrain. Et les organisations professionnelles, toutes confondues, ont certainement leur mot à dire, leur cahier des charges peut-être à mettre en place, de bonnes pratiques même, je dirais, quelque part, pour que ça aille plus vite. Le FEAMP est très complexe, hein. Je l'avais dit ici aux assises, je trouvais que c'était une usine à gaz, mais je considérais quand même qu'il fallait y aller. Chez nous, les professionnels y ont été, il y a eu des satisfactions chez certains. Alors nous, en profession, avec le changement climatique et tout ça, on a besoin d'équipements, de regarder un peu ce qui peut se faire. Donc des dossiers ont été déposés, il y en a qui sont passés, il y en a qui ne sont pas passés. C'est comme ça. Moi, j'ai quand même 3 points qu'on a regardés au niveau de la profession bretonne. Un FEAMP qui doit soutenir des actions collectives,
Tout à l'heure, j'entendais parler de formation un peu avec Olivier. Et c'est vrai que ça, c'est un point important. Un deuxième point, et là je reviens toujours là-dessus, c'est mon cheval de bataille aujourd'hui, l'aide à l'installation des jeunes. Dans nos professions, quelles qu'elles soient, que ce soit la pêche, que ce soit la conchyliculture, que ce soit la pisciculture, que ce soit la... On est arrivé à une génération où, dans les 10 ans qui viennent, il faudra remplacer du monde. Et là, le FEAMP, bon, Pierre m'avait déjà répondu il y a X temps là-dessus, mais le soutien à l'installation des jeunes, c'est important. Par exemple, des jeunes qui s'installent, on en a installé 3 sur 3 piscicultures, 2 dans le Morbihan et 1 dans les Côtes-d'Armor, il y a 2 ans à peu près, 1 an le dernier, par notre coopérative des aquaculteurs bretons. Ça n'a pas été fait sans risque. À ces jeunes, là, sortant de l'école ou sortant du travail chez des pisciculteurs professionnels, pour être sûr qu'ils arrivent au bout de leur démarche, mais aussi de rentrer dans la vie du travail à leur compte, on leur a mis un parrain. Donc un ancien de la coopérative chez nous, ou 3 anciens, épaulent chaque dossier pour leur donner une meilleure chance de réussite. C'est la formation et en même temps l'accompagnement. Mais pour les jeunes, je reviens à ça, c'est comment on peut les aider demain par les fonds FEAMP. Bien sûr, il y a des aides au matériel, il y a des aides à l'investissement. Mais quand quelqu'un achète une pisciculture aujourd'hui, si ça vaut 500 000, 1 million d'euros, il faut le stock de poissons avec, il faut le matériel pour donner avec. Je peux vous dire que si l'on veut en Bretagne et en France, tel que l'a prévu le PNSA, contrat signé entre la France et l'Europe de développement de l'aquaculture et pisciculture en Europe, je peux vous dire qu'on n'a pas de développement. Donc s'il n'y a pas d'aide quelque part, et je pense que là les comités de région à Bruxelles sont importants parce que je pense qu'ils ont aussi leur mot à dire, à défendre chacun leur région, hein, notamment en ce qui concerne le plan national, et c'est important. Après, les fonds FEAMP, on a quand même remarqué ces lourdeurs administratives dans les fonds. Par exemple, bon, c'est à juste titre, hein, dans le public ou les mairies, on le fait, on demande 3 devis. 3 devis. Bon, quelquefois, il n'y a qu'un seul fabricant de matériel spécifique en pisciculture ou en aquaculture. Prenez les compteurs électroniques à poissons aujourd'hui pour le bien-être du poisson qui sont dans l'eau, dans des pompes et toujours dans l'eau. Il y a 2 fabricants en Europe, mais il n'y en a pas 3. Hein, donc, comment vous faites? Il faut que vous expliquiez que vous n'avez que 2 fabricants, et ça peut être retoqué à la région, puisque vous n'aurez envoyé que 2 devis dans votre affaire. Ça peut être retoqué à la région, et vous perdez 6 mois. Ça, c'est plein de petites choses comme ça qui freinent, qui bloquent les dossiers. Et nos gars chez nous, ben, ils sont bien contents de monter des dossiers. Ils sont bien contents, pour une fois, de moderniser leur site, puisque le secteur va un peu mieux, et qu'on est resté pendant 20 ans sans mettre un sou dans les investissements de traitement de l'eau, au niveau environnemental, au niveau économique, et social quelque part, parce que ça peut aussi créer des emplois, tout ça. Et finalement, ben, on retourne à la case départ sur certains dossiers. Donc je crois que dans le prochain FEAMP, et on en parle, hein, on en parle avec la DPMA, on en parle entre professionnels, entre les comités, etc. Je crois que de vraiment faire une analyse de terrain, de quoi avons-nous besoin demain? C'est important. C'est le point numéro 1. À partir du moment où on aura écrit cette base-là, et que l'on fasse remonter à Bruxelles, parce qu'on voit aussi, et je crois que quelqu'un l'a dit, en Espagne et en Italie, les dossiers vont quand même beaucoup plus vite, hein, et on est un peu à la traîne. Hein. Étant à Bruxelles aussi dans une commission européenne, je vois très bien ce qui se passe. Je peux vous dire, les Espagnols, ils sont très présents, plutôt à 200% qu'à 100%. Les Italiens, pareil. Et puis, les dossiers ne mettent pas 3 ans à faire leur tour. Hein. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Donc, madame, bon courage. Hein, il en faut. Et puis, ramenez-nous des aides par le futur FEAMP et simplifiez.